Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va enchaîner par notre résumé par les liaisons mécaniques. Donc, commencer un solide libre dans l'espace à trois dimensions peut se déplacer dans tous les sens. Donc, trois rotations, deux rotations en Z, deux rotations en X, deux rotations en Y, deux translations en Z, ainsi qu'en Y, ainsi qu'en X, ce qui nous fait 6 possibilités de mouvement. Ces mouvements, on les appelle des degrés de liberté. Liberté en translation ou liberté en rotation. Bien, donc, pour établir une liaison mécanique entre deux solides, il faut les mettre en contact, d'accord? Il faut les mettre en contact et supprimer certains degrés de liberté. C'est ça ce que ça veut dire une liaison mécanique, parce que si les deux solides ne sont pas en contact, il n'y a pas de liaison, les deux sont libres. Donc, pour cela, on va décrire les types de contacts possibles. Donc, on a trois types de contacts possibles, principaux. Après ces trois types de contacts, on va en trouver d'autres qui en dérivent. D'abord, surface contre surface, c'est un contact surfacique. Cylindre contre un plan, donc ça donne une ligne. C'est un contact linéaire. Et donc, ponctuel, comme une sphère sur un plan, surface plane. D'accord? Après, on peut trouver des dérivés, des petits détails qui vont enrichir les choses et rendre les choses plus explicites. Bien, donc, dans le cas des contacts surfaciques, on peut trouver plan sur plan, on l'indique ici. On peut trouver cylindre dans cylindre. Donc, on voit ici que, par exemple, la moitié d'un cylindre, ici, par exemple. Mais c'est une surface pleine, d'accord? Elle est cylindrique. Sphère dans sphère, donc une sphère creuse, d'accord? Un creux sphérique, et une sphère, ça donne ce type de contact. Ça, en ce qui concerne des surfaces. Après, il y a des surfaces, des contacts linéaires. D'accord? Donc, cylindre dans un plan, comme ici dans la base, cylindre contre cylindre, ça donne une ligne, et cylindre, pardon, donc c'est ça. Après, on trouve comment dirais-je, les sphères dans un cylindre. Donc, si on met cette sphère dans ce cylindre, le contact entre le cylindre et la sphère, ça fera une ligne. De même, cette sphère dans ce trou-là, donc une fois la sphère de diamètre convenable, on va la mettre dans ce trou-là, il va se mettre uniquement, le contact sera uniquement linéaire, d'accord? Et plus précisément, il est surfacique. On l'appelle annulaire. Annulaire, ça vient d'anneau. Un anneau, c'est quelque chose de circulaire. Donc, on peut dire circulaire ou annulaire. Après, nous avons la ponctuelle, le seul exemple comme ça est celui-là. Donc là, on a un panorama de différents types de contacts qui enrichissent la compréhension des différents types de contacts. Bien, maintenant, on va attaquer les différentes liaisons. Donc, je rappelle que c'est un résumé, donc on peut introduire les choses d'une façon plus agréable, mais là, on attaque directement parce que c'est un résumé. Donc, il y a en général, comme on va voir ici, dans le résumé, 11 liaisons mécaniques normales, qui sont normalisées. Normalisées, ça veut dire que tu parles de ce type de liaison n'importe où dans le monde, on te comprend. Bien sûr, les ingénieurs et mécaniciens, d'accord, tous les gens qui relèvent du domaine de la mécanique, ils comprennent le même symbole. C'est ça le rôle d'une normalisation. Alors, comme j'ai dit, il y a 11 liaisons, mais on va discuter un peu les 4 liaisons les plus courantes, les plus fréquentes, qu'on retrouve même dans le domaine de la pratique, on les retrouve très très couramment, toujours. Et surtout, en ce qui nous concerne, nous, en tant qu'on se prépare à un examen, donc la plupart des cas, on trouve des sujets d'examen, on trouve ce type de liaison. Je vais comment dirais-je,
les décrire rapidement. Donc, d'abord, il y a les liaisons pivots. Donc, c'est la rotation d'une pièce par rapport à une autre. Donc, dans une liaison pivot, donc, il y a un seul mouvement qui est permis, c'est la rotation, dans un axe, que ce soit X, Y, Z. Uniquement la rotation. Je prends par exemple ici l'illustration ici en 3D. Donc, il y a la pièce bleue qui est le moyeu ou, comment dirais-je, l'alésage, le trou. Et il y a la pièce à peu près rouge, disons rouge, qui est l'arbre. Donc, l'une ou l'autre peut tourner par rapport à l'autre. Supposons que la pièce bleue est fixe, c'est la pièce rouge qui va tourner par rapport à la pièce bleue. D'accord? Et elle est, bien sûr, il faut qu'il y ait un ajustement libre entre les deux. Si l'ajustement entre l'arbre et le moyeu il est serré, ben, il ne peut pas y avoir de mouvement. Donc là, on a une liaison encastrement et non pas une liaison, comment dirais-je, pivot. Donc il faut qu'il y ait un jeu. Donc ça peut se tourner. Mais il ne faut pas que ça sorte. C'est pour cela on prévoit des arrêts en translation ou bien des arrêts axiaux. D'accord? Là, on a un épaulement. Je peux agrandir un peu. Oh, non, c'est déjà agrandi. D'accord? Nous avons ici un épaulement de l'arbre. Et là, nous avons un arrêt ici. On peut l'imaginer plusieurs solutions. Là, on peut dire que c'est une goupille, par exemple. Une goupille ou deux ergots. D'accord? En l'occurrence, c'est une goupille, d'accord? Une goupille, donc, il rentre dans un trou dans l'arbre. D'accord? Il est monté serré dans l'arbre et il bloque, dans ce cas, la pièce bleue, la pièce rouge d'aller dans ce sens. D'accord? D'aller dans ce sens. D'accord? De même, l'épaulement supprime la possibilité de mouvement de la pièce rouge dans ce sens. D'accord? Il y aura l'épaulement qui va bloquer. D'accord? Donc, nous avons un seul mouvement de rotation, un seul mouvement qui est la rotation suivant l'axe X. Voilà, l'axe X. Voilà, l'axe X. Okay. Donc, il faut retenir ce qu'il faut retenir, le principe d'abord, et le symbole. Le symbole, le moyeu, c'est toujours le rectangle, l'arbre, c'est l'arbre, et les arrêts en translation. Deux vues de côté, de là ou de là, c'est rare qu'on fait ça, mais ça arrive. Encore, la plupart des cas, on étudie la vue, les systèmes se présentent tels que on voit les liaisons dans cette position. D'accord? Mais on peut trouver aussi la vue de côté. Le système, si on le voit d'ici, d'accord, on voit la pièce bleue, ce qui est l'alésage, d'accord, symbole bleu, et le rouge, le petit trait, ça indique. Alors, parfois, si on n'est pas en couleur, et si on risque de confondre ça et ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait une liaison encastrement ici. Pour indiquer ça, que ce fil-là, parce que ce fil, le solide mécanique, il est représenté par un fil. D'accord? Ce fil-là, il sera lié à d'autres pièces qui sont encastrées avec lui, comme on va voir dans le schéma cinématique, et non pas celui-là. Pour ne pas le confondre, on met, c'est ça l'alésage. Ça, c'est l'alésage, ça, en lisant avec l'alésage. Bien, donc, on arrive à la. Et bien sûr, il y a la liaison, la schématisation en 3D, comme vous le voyez ici. D'accord? Donc, c'est très représentable. Donc, on voit la même chose, l'arbre, le petit cylindre, d'accord? Donc, qui représente l'alésage et l'arbre et les arrêts en axiaux ou en translation. Bien, on passe à la liaison pivot, c'est pratiquement la même chose, c'est seulement la pièce rouge ou la pièce bleue peut se déplacer comme il peut tourner l'un par rapport à l'autre. Donc, en général, il y a toujours une pièce qui est fixe. Soit c'est l'arbre qui tourne, soit c'est l'alésage qui tourne. Donc là, nous avons deux mouvements de degré de liberté, la rotation suivant X et la translation suivant X. En tout cas, ce n'est pas toujours X, hein, ça dépend de l'application. D'accord?
Donc, ça peut être dans l'axe Z, ça peut être dans l'axe Y. L'essentiel, c'est qu'il y a deux mouvements, une rotation et une translation dans le même axe. De même ici, une seule rotation, ça peut être dans X ou dans Z. Le symbole, c'est à peu près la même chose. On élimine les arrêts en translation. Il n'y a pas de translation. Il n'y a pas d'arrêt de translation, on peut translater. La même chose pour différencier avec la vie de côté, on fait un point ici. Le reste, la même chose ici, on élimine les arrêts en translation. Bien. Alors, on arrive à la troisième liaison qui est très importante aussi. On la rencontre très souvent, c'est la liaison glissière. Ici, on l'a illustré par un système, par deux pièces qui contiennent ce qu'on appelle les cannelures. Donc, les cannelures, donc, c'est comme des clavettes. C'est comme si on a plusieurs clavettes. Donc, c'est comme si on a des dents aussi. Donc, les cannelures, c'est des sillons qu'on usine dans la pièce. Donc, ils sont longs. Quand même, ils sont relativement longs. D'accord? Et donc, on trouve les cannelures externes pour l'arbre. Et le moyeu, il va contenir des cannelures internes, de telle sorte qu'ils se conjuguent. D'accord? Les hauts de cannelure, donc, ils vont loger dans les rainures du moyeu. Alors là, comme on peut le deviner, nous avons une seule possibilité, c'est la translation suivant un axe. Ici, en l'occurrence, c'est l'axe X. D'accord? On choisit X, mais on peut, c'est arbitrairement, ça peut être Z, ça peut être Y. Tout simplement, on peut mettre ici Z, Y et X. Tout simplement. Voilà. Bien, donc, les cannelures empêchent, d'accord, empêchent l'arbre de tourner par rapport au moyeu ou le contraire. Ça dépend qui est fixe, qui est ce qui est comme référence. On a tout à l'heure pris la pièce bleue comme référence, comme bâtisse par exemple. Eh bien, c'est la pièce rouge qui va coulisser, on dit coulisser. Et généralement, ça, on l'appelle le coulisseau. Dans les liaisons glissières, on appelle ça le coulisseau. Et la pièce bleue va servir à la pièce rouge qui est le coulisseau, va lui servir de guide, de glissière. C'est pour cela, celui qui bouge, on l'appelle le coulisseau. Et celui qui est fixe, on l'appelle le guide ou la glissière. Celui qui va permettre au coulisseau de glisser. Voilà, le symbole, c'est toujours à peu près la même chose. Cette fois-ci, on élimine la partie rouge, d'accord, ici. C'est aussi simple que ça, pour ne pas confondre. Là, la même chose. Donc, là, pour ne pas confondre avec les liaisons pivot glissant, donc on met cette fois-ci un carré ou un rectangle, par exemple ici un rectangle, d'accord? C'est l'alésage, c'est la pièce bleue. Et c'est la pièce rouge qui coulisse, on l'a fait avec un croix. D'accord? Une croix, ça rappelle que ça ne peut pas tourner. Si on a un carré, par exemple, si on a un carré comme ça, et le croix, on sait si ce carré AA et ça AA, cette diagonale, il vaut A racine de 2. Vous connaissez ça en mathématiques. Et donc, A racine de 2 ne peut pas tourner. S'il tourne, il va être ici. Et là, c'est A. Donc, ce n'est pas possible, on ne peut pas tourner. Donc, le croisillon, ça rappelle qu'on ne peut pas tourner, on ne peut que glisser. Alors, la vie de 3D, c'est à peu près la même chose. Là, après, on arrive, à la quatrième liaison, donc qui est très, très, très répandue. Ici, c'est la liaison, donc, comment dirais-je, héliquidale. Cette liaison héliquidale, vous la connaissez dans la vie courante, c'est les vis-cicros, tout ce que vous vissez. Le bouchon d'une bouteille, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie où il y a le système vis-cicro, d'accord? La vis, c'est toujours ça, c'est la tige dans laquelle on a fait le filetage, qu'on a vu la dernière fois, le filetage, et l'écrou, la pièce taraudée, la pièce creuse, dans laquelle on va faire le filetage et qui s'appelle taraudage. Donc le filetage, c'est dans les tiges. Et dans les trous, quand les filetages dans les trous, ça s'appelle le taraudage. Et une pièce taraudée, ça s'appelle en général un écrou. D'accord?
et la tige filetée, ça s'appelle en général une vis. Donc là, nous avons un mouvement, ce qu'on appelle un mouvement conjugué. Quand je tourne la vis, quand la vitesse, la vis se met en rotation et se met aussi en translation. Donc les deux mouvements sont conjugués, sont automatiques. D'accord? Donc dans malheureusement on ne l'a pas fait ici, on va le voir, le petit tableau, on ne l'a pas ici, mais on peut le voir ici. Les liaisons illiquidaires, donc vous le voyez ici, vous voyez que j'ai les deux mouvements écrits en rouge et encadrés pour dire qu'ils sont simultanés. Voilà, ici on utilise le terme conjugué, donc une translation conjuguée avec la rotation. On ne peut pas on peut pas tourner sans translater. Donc ça vous le connaissez dans la vie courante, dans tout ce qui vous filetez dans la vie, vous avez sûrement manipulé une bicyclo partout dans le. Quand vous bloquez, vous fixez une petite poignée dans votre tiroir ou un placard, tout ça, vous utilisez un système bicycro et vous tenez la vis et vous tournez vous tournez l'écrou et vous tournez la vis et la vis rentre jusqu'à ce que ça serve. Donc, voilà. Après, il y a les autres liaisons, donc on ne va pas les voir toutes, mais je vous laisse le soin de les voir peut-être opposées. Et donc, on a vu un peu, décrire un peu les liaisons qui sont les plus rencontrées. Bien. À quoi ça sert ces liaisons? Eh bien, pour représenter un système mécanique d'une façon simplifiée. Parce que quand vous voyez un système mécanique tel que celui-là, il est petit, ça c'est le dessin. C'est presque le schéma réel, la vie réelle à peu près, mais en 2D. D'accord? Celui-là, il est en 3D. Mais pour étudier ça c'est très petit, mais pour des mécanismes très compliqués, comme vous le savez déjà, vous en avez vu, d'accord? Il y a trop de pièces, tout ça. Donc, si on veut étudier la cinématique du système, c'est très difficile de l'étudier comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de modéliser le système dans une façon simplifiée avec les symboles qu'on avait tout à l'heure des liaisons. Et ça donne ça. Avec ça, c'est plus facile de faire une étude cinématique et voir comment les choses bougent qu'avec ça. Bien qu'avec ça, c'est possible de le voir rapidement parce que le cas nous avons vu, il est très simple. Mais dans la réalité, les machines sont très complexes et donc c'est très difficile de les voir, d'étudier leur cinématique dans le dessin d'ensemble. On l'étudie avec un schéma cinématique. Donc, pour établir un cinématique, il y a 3 étapes. La première étape, c'est établir les classes d'équivalence. C'est-à-dire que, par exemple, on va imaginer par exemple ce petit système. Ça, vous le connaissez bien, sûrement vous l'avez vu en cours durant l'année, c'est un serre-joint. Donc, un serre-joint, c'est quoi? C'est un système il est utilisé par tous les bricoleurs, notamment, par exemple, aussi chez les professionnels comme les menuisiers, quand ils veulent, par exemple, comment dirais-je, serrer deux morceaux de bois, comme ça, pardon, voilà, ici on met une colle, ici on met une colle, d'accord, la colle des menuisiers pour le bois, et on serre ça, et on le laisse pendant un certain moment. Ça s'appelle un serre-joint, un étau, si on peut l'appeler un étau, mais un étau c'est un peu spécial. Un serre-joint, pourquoi un serre-joint? Parce que j'ai fait ici un joint. Cette colle-là, il va joindre ça avec ça, on l'appelle un joint. Et cet appareil-là, ce système, ce mécanisme-là, va serrer le joint. Et on l'appelle, dans la vie courante, surtout chez les spécialistes, on l'appelle un serre-joint. Eh bien, remarquez, là, c'est une vis, c'est une tige filetée, celle-là. D'accord? Et là, c'est une poignée. Donc, on a dit le poignet avec la vis. Si je vais étudier le mouvement de la poignée avec la pièce, celle-là, avec ce rail-là, avec cette pièce bleue, je vais faire tout son étude avec ça. Après, je vais faire la même chose, ça avec ça. Je vais trouver les mêmes mouvements. Donc, à quoi bon? Imaginez que ça, il est formé de 5 pièces. Je vais étudier la première pièce avec ça. Je vais trouver le même mouvement. Je vais étudier la deuxième pièce avec la pièce bleue. Là, je vais trouver le même mouvement. Donc, ça serait une perte de temps de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rassembler toutes les pièces qui sont liées et qui ne bougent pas l'une par rapport à l'autre et étudier le mouvement avec les autres. Donc, rassembler les pièces, tous qui ont le même mouvement,
les mêmes mouvements, rotation, translation, ils sont liés entre eux, encastrés entre eux. Ça s'appelle trouver les classes d'équivalence. Une classe d'équivalence, c'est un ensemble de pièces qui ont la même relation. Quelle est cette relation? C'est ne pas bouger l'un par rapport à l'autre. D'accord? Voilà, donc là, on trouve un petit exemple. On va essayer de le dire rapidement avec ce processus, comment on établit un schéma cinématique. Donc, le schéma cinématique, comme j'ai dit, c'est ce schéma qui va simplifier la vue de l'appareil qu'on est en train d'étudier pour étudier son cinématique, comment dirais-je, son aspect cinématique. Donc, il y a 3 étapes en général. Donc, la première étape, c'est identifier les classes d'équivalence. On va trouver autrement dit, on va trouver toutes les encastrements. On va chercher, quand je vais voir ça avec ça, je dis oui, et là, il y a un contact. Il y a un contact entre ça, il y a une liaison, il y a un contact entre ça, pardon, je vais le faire en blanc, entre ça et ça. Mais ce qui m'intéresse dans cette phase-là, c'est de chercher est-ce que le bleu est encastré avec le. Là, il paraît que ce n'est pas, ça bouge. Donc, je vais écarter le bleu avec le rouge. Donc, je cherche uniquement les pièces qui sont liées entre elles. D'accord? Donc, la première étape, c'est chercher les classes d'équivalence. Une fois on a trouvé les classes d'équivalence, comme ici, la pièce mauve, le solide mauve, il est formé de ça et de ça. Cette pièce, elle est seule. Cette pièce bleue, elle est formée de ça et ça. Le 2 et le 1. Ça forme une seule classe d'équivalence. Un seul solide cinématique. Un solide, ce n'est pas une pièce. Pièce et pièce. Et l'ensemble, ça ne forme pas une pièce. On ne peut pas dire une pièce. Ça forme un solide cinématique parce qu'ils bougent de la même façon. Ils tournent ensemble, ils bougent ensemble, ils sont liés. D'accord? Après, nous avons quoi? Ça. Cette pièce-là. D'accord? On a trouvé toutes les classes équivalentes. Donc, S1 est formé de 1 et 2. 1 et 2. S2, c'est le 3. S4, c'est le 4, 5, 6. 4, 5 et 6. Le 5, on le voit pas, le 7, on ne le voit pas très bien. D'accord? C'est probablement une goupille ici. Là, c'est un exercice très connu. Ça doit être une goupille ici. D'accord? Qui lie donc comment dirais-je, donc 5, 4, 5, 5. D'accord? Alors, donc c'est un exemple simplifié. Donc, l'essentiel pour nous, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la planche complète. Donc, c'est pas très clair ici, mais peu importe. L'essentiel pour nous, c'est que le solide cinématique 3, il est formé de 4, 5 et 7. Et le solide 4, il est formé de la P6, uniquement 6, c'est ce petit rotule, comme on voit, pardon, cette petite un patin, d'accord, qui va serrer et là, on va voir que c'est une liaison rotule parce que ça permet à ce patin-là de se positionner soit comme ça, pour laisser une liberté, d'accord, de s'adapter à la pièce qu'on va serrer. Ça peut être vraiment droite comme ça, la pièce elle est droite, c'est joli, c'est bien, mais ça peut être un peu, avoir une forme irrégulière, quelque chose comme ça. Et donc, cette pièce patin, grâce à cette liaison rotule, il va s'adapter pour faire une bonne fixation. Donc, les classes d'équivalence. Après, deuxième étape, c'est, une fois j'ai trouvé les classes d'équivalence, maintenant, je sais que ça, c'est un seul solide. Je n'ai plus à chercher les classes d'équivalence. Les éléments qui sont liés d'une façon encastrée. Donc, je vais trouver maintenant uniquement les autres liaisons. Les autres liaisons qui restent, pivot glissant, liquidage, glissière, etc. Bien, la deuxième étape, c'est essayer de trouver les liaisons qui existent entre les différents solides cinématiques. Grâce à quoi? Grâce au graphe des liaisons. Donc, S1, S2, S3, S4. Par exemple, entre S1 et S3, on va trouver une glissière de direction X. Vérifions-le entre le bleu et le rouge, c'est une glissière. Parce que ça, j'ai oublié un peu, excusez-moi de vous rappeler le principe de fonctionnement du système. Qu'est-ce qu'on fait? On place la pièce, comment dirais-je, l'objet à serrer.
à travailler ou à joindre, d'accord? Et on fait un réglage grossier, en tirant ça à la main. On fait un réglage grossier, à peu près approché. On tire jusqu'à ce qu'on arrête là. Maintenant, comment on va serrer? On va tourner cette poignée, parce que là, il y a un système vis-clou. Disons hélicoïdal là. Là, c'est la vis, et là, c'est le clou. D'accord? Donc, on va tourner le poignet qui va tourner la vis parce qu'ils sont encastrés, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va pousser, d'accord? On va pousser la vis, la vis va rentrer et il va serrer, d'accord? Il va serrer il va serrer, jusqu'à ce que ça soit un peu incliné. Et si ça s'incline, ça va serrer de là, et ça fait, je vais le faire avec le blanc. On va continuer à serrer, jusqu'à ce que ça soit solide. Et ça va s'incliner d'une façon pas très visible, mais ça va s'incliner. Et ça va créer un contact là et là qui ne sont pas alignés, ligne droite, perpendiculaire. Et là, on va créer ce qu'on appelle un arc-boutement. C'est comme si vous rentrez un tiroir, avec le temps, votre tiroir du bureau, il va coincer un peu, parce que les deux lignes parallèles de tiroir ne sont plus parallèles, elles sont un peu désalignées, et ça fait ce qu'on appelle l'arc-boutement. Un arc-boutement, c'est quelque chose qu'on ne cherche pas dans un tiroir, parce qu'on ne veut pas que le tiroir se bloque. Mais là, à la fin de serrage, on veut cet arc-boutement, parce qu'on veut serrer la pièce. Donc voilà comment ça marche à peu près. Et donc voilà, on fait le diagramme des liaisons, on place les différentes pièces sur les cinématiques S1, S2, S3 sous forme de bulles avec leur nom, et on trouve les relations entre S1, S2, qu'est-ce qu'il y a, entre S1, S3, qu'est-ce qu'il y a, et ainsi de suite. Donc on a vu glissière ici, on l'a vu, c'est une glissière. Entre le mauve et le rouge, donc c'est, disons, hélicoïdal. Mauve et le rouge, là, hélicoïdal, et ainsi de suite. D'accord? À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On vient, on place les centres de nos. On trouve maintenant, à partir de là, on va déduire le schéma cinématique. Donc, on va reprendre un peu notre schéma de base et on va placer les centres de liaison. D'accord? Les centres de liaison ici, ici, ici. D'accord? Et on va dire quelle liaison entre là et là. Là, c'est hélicoïdal. Je trace mon hélicoïdal. D'accord? Quelle liaison entre là et là? C'est glissière, je trace ma liaison hélicoïdale, d'accord? Uniquement entre chaque élément avec élément. Là, c'est quoi? C'est une liaison rotule. Et après, je lis les différents éléments avec la même couleur. Voilà, donc c'est un peu rapide, mais j'espère que ça va vous aider à lire attentivement ce résumé et aussi votre cours détaillé que vous avez fait avec votre professeur. Bien, donc voilà, comme on a dit, la liaison glissière, son symbole, le voilà, on l'a vu ici. Voilà, glissière, et ainsi de suite. La liaison hélicoïdale, et la liaison. Et on joint les différents. Je joins ça avec ça parce que c'est le même élément, même sur les cinématiques, je joins ça avec ça parce que c'est le même élément, et ainsi de suite. Après, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On a attiré ça et on a fait une petite barre ici pour rendre le cinématique plus lisible, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait un peu moche, si vous voulez. Si on avait ça, ça serait un peu moche. Donc, en terminant notre cinématique par des petits décors comme ça, on retrouve le schéma presque réel et on peut vérifier. Donc, je peux mettre une pièce ici, d'accord, une pièce ici. Voilà, je peux faire avec le bleu. Je peux faire ma pièce ici. Donc, quand je tourne je peux ajouter aussi une petite poignée ici. Là, on a omis de le faire. Je peux ajouter une petite poignée ici. Ben, elle n'est pas jolie celle-là. Avec un carré, ça serait beaucoup mieux. Voilà, une petite poignée. Donc, et quand je tourne, la vis, d'abord, je ne tourne pas avant de tourner. Qu'est-ce que je vais? Je vais glisser ça. Comme on a dit, avec un serrage approché, grossier. Je vais tirer ça, glisser.
Après, une fois que je suis arrivé là, mais pas très serré, je commence à tourner. Une fois que je tourne, bah, grâce au système vesicular, ça rend, ça bouge, ça translate et ça commence à serrer. Et la liaison rotule, il permet à mon patin, d'accord, de s'adapter vers s'incliner ici, ici ou ici, en fonction de la pièce à serrer. La forme irrégulière de la pièce à serrer. D'accord. Là, c'est l'aspect 3D aussi, il ne faut pas le négliger. Donc, c'est plus joli. Voilà, on le trouve. On peut ajouter aussi notre poignet, si vous voulez. Voilà, on peut ajouter notre poignet ici, d'accord, etc. Vous pouvez vous entraîner à ajouter une jolie poignée ici, comme ça, un petit cylindre, comme ça. Voilà. Je vais le faire avec vous rapidement. Voilà. Et on va faire de jolis traits. Voilà, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine la poignée. Voilà, la même chose, une fois je tourne, ça glisse et ça serre ici. Voilà donc les grandes lignes pour un schéma cinématique. D'accord, c'est une partie intéressante dans un examen. Et maintenant, on va attaquer ce qu'on appelle les assemblages mécaniques. Un assemblage mécanique, c'est assembler plusieurs, comment dirais-je, pièces mécaniques pour faire un ensemble, un mécanisme. Cet assemblage peut être partiel ou complet. Les assemblages complets, ça veut dire j'ai assemblé 3 pièces d'une façon complète. Ça veut dire un liaison et liaison encastrement. Ils ne bougent pas entre elles. Et les autres assemblages, ils sont partiels, tels que le guidage en rotation, parce qu'il y a entre un arbre et un alésage, ça peut tourner. Donc, c'est un assemblage, mais il n'est pas complet. Il y a un mouvement partiel entre eux. En l'occurrence, la rotation de l'un par rapport à l'autre, glissière, etc. Donc, on va étudier les solutions constructives des liaisons qu'on a vues, mais en particulier, les plus utilisées, ce sont l'encastrement, le guidage en rotation, qui est la solution constructive pour la liaison, comment dirais-je, pivot, et le guidage en rotation pour la liaison glissière. Bien, concernant la solution constructive pour la liaison encastrement, on peut le résumer dans ce petit diagramme, un petit schéma, d'accord. On peut trouver les solutions démontables et non démontables. Par exemple, si on ne va pas rentrer dans les détails, on va les voir tout de suite. Les liaisons démontables, c'est qu'on peut le démonter pour la maintenance, pour le dépannage, d'accord, et pour des systèmes qui sont chers. On ne va pas les monter d'une façon démontable, parce que démontable, indémontable, ça veut dire si on veut les démonter, on les détruit. Ça serait très cher. Donc, généralement, la liaison démontable, ça revient moins cher. C'est parce que la liaison, les pièces, on peut les monter et les démonter. Comme j'ai dit, pour les maintenir, pour les nettoyer, pour plusieurs raisons. Alors, on trouve donc les grandes lignes rapidement. Donc, comme j'ai dit, c'est un résumé, il n'y a pas d'introduction, il n'y a rien. Donc, on fonce directement sur les solutions constructives. Les éléments les plus utilisés dans les liaisons encastrement, c'est les liaisons filetées. C'est parmi les liaisons les plus utilisées. Donc, l'assemblage par vis. J'ai la pièce A, la pièce B. Donc, je les ai liées par une vis. D'accord. Pour lier ces deux pièces, il n'est pas forcément nécessaire de tarauder les deux pièces, ça serait ridicule. Donc, on taraude uniquement la dernière pièce. Là, la première pièce, il a uniquement un trou, qu'on la qualifie généralement de trou lisse, parce qu'il n'est pas taraudé, elle est lisse. Si vous le touchez avec la main, vous le trouvez qu'elle est lisse. Donc, la vis rentre facilement ici. Par contre, là, ça va, il faut qu'il y ait la liaison et liquidage. Je tourne la vis pour qu'elle rentre dans le taraudage de la pièce B. Donc, une fois que je serre, la pièce A est reliée à la pièce B. Comment? D'une façon avec adhérence. La pièce A et la pièce B, ils vont adhérer. Ici, ils vont adhérer. Ils vont frotter l'une à côté de l'autre par le serrage de la vis. D'accord? Donc là, on trouve un boulon. C'est quoi un boulon? C'est une vis avec un écrou. Boulon, c'est vis plus écrou. C'est la même vis. Seulement ici, je n'ai plus de taraudage ni ici ni ici. Il n'y a que des trous lisses. Là, forcément, là, il joue le rôle de l'écrou. La pièce P, il joue le rôle de l'écrou. D'accord? Là, ni l'une ni l'autre n'est taraudée. Regardez, je vois très bien qu'il y a un petit jeu ici. Donc, je rentre la vis facilement, je rentre l'écrou de l'autre côté et je serre. Là, il y a une petite rondelle, une rondelle un peu spéciale. Donc, la rondelle, quel est son rôle? C'est agrandir cette surface de pression
de l'écrou sur les deux pièces. OK, donc voilà, et je serre. Et donc la pièce 1 et la pièce B, donc ils sont liés par adhérence. Ils vont frotter entre eux avec le serrage de la vis. Là, c'est un cas particulier, c'est rare. Le goujon, c'est un peu spécial. Donc, il a le filetage par là et par là. Donc, et cette pièce doit être forcément, comment dirais-je, taraudée. Je rentre le goujon ici dans la pièce 1 par le filetage de cette partie. Je rentre la pièce numéro 2 qui n'est pas taraudée et je serre avec des cols. C'est rare qu'on trouve ça. On trouve ça généralement dans la voiture, dans le moteur. On trouve ce type de montage. Le moteur thermique d'une voiture. Bien, ici, par pincement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait plutôt? Doucement. Alors là, l'arbre 1 avec la pièce 2, je peux rentrer et il glisse. L'arbre 1, dans l'alésage de la pièce 2, il glisse. Mais avec la vis et le taraudage ici, qui est dans la pièce 2, je vais serrer, et ça va se rapprocher. Ici, je vais réduire cet écart. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va pincer. Ça va pincer ici. Il va faire un pincement, comme une pince. D'accord? Et ça crée l'adhérence. C'est toujours par adhérence, ici. Voilà. Je vous laisse le soin aussi de lire la mise en position et la mise et le maintien en position ici, d'accord? Je ne les ai pas lus, donc prenons ce cas-là, par exemple. La mise en position, ça veut dire on a mis en position les deux pièces, la pièce 1 et 2. Avant de les serrer, d'abord, on les a placées. Je veux lier la pièce 1 avec la pièce 2. Je l'ai mis en position. D'accord? Grâce à quoi? Grâce à leur surface cylindrique. Mais maintenant, la pièce 1 et la pièce 2 peuvent l'une bouger par rapport. Elles peuvent sortir. L'arbre peut sortir de la pièce 2. Comment je vais les maintenir et les serrer pour ne pas sortir? C'est grâce, les maintenir en position, c'est grâce à la vis 3. D'accord? Voilà. De même, donc, ici, nous avons un émanchement conique et écrou. Donc, j'ai la pièce 2 et la pièce 1 qui ont une forme conique. D'abord, je rentre la pièce 1 dans la pièce 2 en la poussant un peu jusqu'à ce qu'il va se serrer. C'est normal parce que ils se serrent un peu grâce à leur forme conique. D'accord? Vous pouvez le deviner. Après, c'est la mise en position. Après, maintenant, pour les maintenir en position, la pièce 1, qui est l'arbre, est là dans son embout, dans l'embout du halo, elle est filetée. Il y a un filetage. Et qui dit filetage, donc je vais avoir un écrou et une rondelle pour bien appuyer. Et je serre. Et maintenant, les deux pièces sont serrées. OK? Sont encrassées l'une par rapport à l'autre. Voilà, donc, par goupille, ça c'est la plus jolie, ça, la goupille, c'est très joli la goupille. Donc, avec la goupille, d'un seul coup, on fait la liaison encastrement. Regardez, la goupille, il rentre dans deux trous qui sont confondus ou bien alignés de l'alésage. Ici, en l'occurrence, ça doit être une poulie. Et l'arbre. Les deux trous qui sont dans l'arbre et dans l'alésage doivent être bien concentriques et bien, d'accord, concentrés et alignés. D'accord? Bien sûr, la goupille doit être montée serrée. S'il n'est pas monté serré, il va tomber par là. D'accord? Il va tomber par là. D'accord? Dans ce cas-là, il va tomber. Donc, généralement, c'est ce qu'on appelle un ajustement serré. On va placer qui est bien aligné, bien sûr, et on va lui donner des coups de marteau, par exemple. Ou bien, il y a d'autres moyens, comme une presse hydraulique. Mais le marteau, vous le comprenez bien. On va donner un petit coup de marteau bien aligné, il va rentrer serré, il va prendre sa place. Et il va lier l'arbre 1 à l'arbre 2 avec le moyeu, ici, le moyeu, c'est un terme général. Ici, la pièce, en l'occurrence, c'est une poulie. Voilà une vue en 3D. D'accord? Voilà, donc ici, la mise en position, c'est quoi? C'est une surface cylindrique, voilà, entre les deux pièces. Et qu'est-ce qui maintient en position? C'est la goupille.
Voilà, maintenant, on va enchaîner à, ici, l'opération, ça s'appelle l'opération de goupillage. Ou bien, on dit les deux arbres, l'arbre et aussi, l'arbre et la poulie, ils sont goupillés. Donc, je ne sais pas si ça existe en français classique, mais en tout cas, le jargon technique, ça existe. La même chose, claveté. Les deux pièces ici sont clavetées ou bien l'opération de clavetage par clavette. La clavette, c'est une jolie pièce aussi, la voilà. On la voit dans la 3D très bien. L'arbre, pour encastrer mon arbre avec ma roue dentée ici. Bien sûr, ici, nous n'avons pas dans l'examen tout ce qui est engrenage, roue dentée, tout ça, mais ça n'empêche que vous connaissez ce que ça veut dire une roue dentée. Sûrement, vous l'avez vu dans les derniers cours que vous avez fait en ligne, bien que ce n'était pas étudié d'une façon très normale, comme en présence en classe. En tout cas, c'est pour cela que notre ministère a enlevé toute cette partie concernant les engrenages, tout ça, parce que la plupart des gens l'ont étudié en confinement. Et notre décision sage de notre ministère qui a décidé de faire le 70%, c'est très bien. Donc, mais comme j'ai dit, je reviens. C'est une roue dentée. Un pignon, par exemple, il est petit, donc un pignon. Si, bien, on voit donc que je veux encastrer mon arbre avec ma roue dentée, mon pignon, grâce à la clavette. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on fait? On a une rainure ici. On l'appelle aussi mortaise. C'est une mortaise, mais lorsqu'une rainure est dans un moyeu, on l'appelle mortaise. Mais en général, on l'appelle, même pour un moyeu, on l'appelle rainure. La rainure, généralement, c'est là. C'est une rainure. Dans l'arbre, ça s'appelle une rainure. Là aussi, c'est une rainure. Mais on peut l'appeler aussi mortaise. Donc, disons, il y a une rainure ici, vous la voyez, tout le long. On la voit ici dans le dessin. Voilà. C'est ça. Tout ça. Parce que ça, c'est la clavette. Ça, c'est la clavette. On va revenir sur ça. Bien, donc, je vais les lire. Donc, la clavette, il va prendre sa place dans l'arbre et sa place dans la rainure de l'arbre et la rainure du moyeu, du pignon. D'accord? La moitié dans l'arbre, moitié dans la rainure. Donc, quand l'arbre va tourner, il va faire tourner la clavette. Et la clavette, par la partie qui est en liaison avec comment dirais-je, le pignon, il va tourner le pignon. Et vice-versa. Si le pignon tourne, il va faire la même chose. Bien, mais une fois on les a rentrés, ils peuvent sortir. Il faut les bloquer en translation. On verra ça. Mais avant, il faut dire une chose, c'est que la clavette, on la monte serrée ici. La clavette, on va la monter serrée avec un petit marteau. On va prendre la clavette et on va le marteler donc dans l'arbre. Il fera partie maintenant de l'arbre. Après, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer l'ensemble. L'arbre et la clavette qui est encastrée avec l'arbre, on va les rentrer dans le moyeu du pignon. Et là, il doit être glissant. Ici, il est monté, la clavette est montée serrée dans l'arbre, glissant dans la rainure du moyeu. Après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il ne bouge pas dans l'axe, qu'il ne translate pas. Là, on va faire un épaulement qui va nous bloquer de là. D'accord? Et de l'autre côté, on va faire une vis, une rondelle. La vis, automatiquement, bien évidemment, il va rentrer dans un trou taraudé de l'arbre. Le voilà. On le voit un petit peu ici. Sinon, en 2D, on se retrouve en 2D. Voilà ma roue dentée, la voilà. Son corps, il est assuré, mais la dent n'est pas assurée. Ça, c'est la dent. On ne coupe pas les dents. D'accord? Après, j'ai mon arbre. Voilà mon joli épaulement. Le voilà. Cet épaulement, c'est celui-là. D'accord? Et après, j'ai la vis qui rentre dans le trou taraudé de la vis. Voilà. Cette partie-là. Je vais la détailler un petit peu. Voilà, le trou taraudé, vous voyez, ça c'est le trou dans la vis, la fin du trou. Ça c'est la fin du taraudage dans le trou. Et ça c'est la vis. La vis, il est rentré dans une partie de taraudage.
Et comme il y a une règle, lorsque j'ai le taraudage, une vis qui est combinée avec un trou taraudé, un écrou, donc qu'est-ce qu'on va représenter, la vis ou l'écrou? Parce qu'on sait que pour la vis, il y a le trait fort, c'est en haut, et le trait fin qui indique le filetage, c'est en bas. Pour le taraudage, le voilà. Le trait fort, c'est en bas, et extérieur, on fait le trait fin. Ça, c'est le taraudage de l'arbre. Et là, c'est la vis. Donc, c'est la vis qui remporte. Ici, comme vous voyez le trait fort de la vis et le trait fin de la vis. Donc, c'est la vis qui remporte la représentation. Donc là, voilà. Donc là, un petit détail ici dans le Meeple Map. Faites attention un peu. Donc c'est très logique parce qu'on peut dire que la clavette fait partie de la mise en position. Mais ça peut être juste, mais le plus juste, c'est ce qui est marqué ici, c'est ce qu'on trouve dans la littérature en mécanique, les documents en mécanique. Donc, la mise en position, c'est quoi? C'est les surfaces cylindriques. Ça, d'accord. Ça, c'est le contact entre l'arbre et le moyeu. Voilà, l'arbre, on le voit bien ici. Ici, à cause de la rainure, on ne le voit pas, mais il existe de l'autre côté. Prenons déjà ça, c'est cylindrique. Et la clavette aussi. Surface plate de la clavette. Parce qu'une fois la clavette, qu'est-ce qu'on a dit? On l'a monté serré, il devient une partie de l'arbre. On l'a monté serré avec l'arbre, donc il devient comme une partie de l'arbre. C'est un solide cinématique qui est formé de quoi? De l'arbre et de la clavette. D'accord? Et dans ce cas, il fait partie de l'arbre. Il ne rentre pas dans le maintien en position. Il est rentré dès le début. D'accord? Dans ce cas, on va tenir compte de ces surfaces. Elle, qu'est-ce qu'elle a? Et là, cette surface-là, qui est en contact avec ici. Cette surface-là qui est cachée à l'intérieur. D'accord? Elle est plane, celle-là. C'est pour cela on dit surface cylindrique, plus surface cylindrique, les voilà, et surface plane, il vient de la clavette. Plus la clavette, parce qu'elle participe à la mise en position. Mais on peut dire qu'il fait partie de la maintien en position, mais ça, c'est le plus juste. Qui est-ce qui maintient en position? C'est surtout la vis. Une fois on a rentré, c'est la vis. On peut dire aussi l'épaulement, mais c'est surtout la vis. Une fois on a serré la vis, ça ne peut plus sortir. C'est maintenu en position. Voilà. On arrive à une autre. Donc, tout ce qu'on a vu, ce n'est qu'un échantillon des échantillons des solutions constructives qu'on trouve dans les encastrements. C'est un échantillon très représentatif. Mais normalement, il y en a d'autres. Vous pouvez trouver parfois des solutions un peu particulières. Mais en ayant compris ces différents types de solutions qu'on a vues maintenant, jusqu'à maintenant 4 positions, vous pouvez facilement comprendre les autres. Avec un peu de gymnastique d'esprit, vous pouvez très bien comprendre comment ça marche. Parmi les solutions très rencontrées aussi, c'est les cannelures. Donc voilà, vous voyez les cannelures ici. Ça, c'est les cannelures internes et ça, c'est le cannelure interne. C'est comme des clavettes. Ici, nous avons une seule clavette, là voilà. Mais imaginez, vous avez plusieurs clavettes par là-bas. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas des clavettes qu'on va pointer avec le marteau. Non, ce sont des clavettes qui sont usinées et sont natives. Ils sont usinés avec l'arbre. Dès quand on l'a usiné, on l'a fabriqué, ils sont comme ça. L'arbre, il est comme ça. OK? Encore, en avons un creux, une élévation comme clavette, un creux, etc. Et là, c'est externe, là, c'est interne. Ils doivent être de même dimension, de même. C'est normal, c'est comme dans la vis, dans un système vis-écrou. Si le filetage et le tarage ne sont pas de même nature, ne sont pas le même diamètre, ça ne va pas se conjuguer. La même chose ici. Si on n'a pas les mêmes cannelures, ça ne va pas se conjuguer. Là, on les voit de ce côté-là. On voit d'ici, ici, d'accord. Là, voilà les flancs. Les flancs de cannelure, les voyez, c'est comme des clavettes. Et les rainures, si vous voulez, dans le moyeu. Voilà. Et vous imaginez très très bien quand celui-là tourne, il va tourner avec lui, ça, comme la clavette. Et vice-versa. Si l'autre tourne, ça dépend qui est-ce qui est fixe et qui est-ce qui est
mobile. D'accord. Si celui-là tourne, il va faire tourner avec lui l'arbre. Voilà, là c'est la représentation de l'autre vide ici. Voilà, donc on voit très bien notre poulie. Là c'est une poulie, la même chose, la même histoire. On n'a plus de poulie dans l'examen, mais vous pouvez la reconnaître. D'accord. On peut très très bien la reconnaître. Dans un dessin, reconnaître une poulie, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est très simple. Mais on ne va pas étudier, par exemple, d'après le cadre référentiel, on ne va pas étudier le système poulie-courroie, les mouvements, les calculs de vitesse, tout ça. Voilà, donc, nous avons la vue de face, si vous voulez, si on prend ça comme vue de face. C'est ici, donc on voit les cannelures, voilà. Normalement, il y a une représentation normalisée pour les cannelures que nous n'avons pas fait ici. Mais donc, c'est comme pour les dents, donc on va prendre l'arbre et on va utiliser uniquement, on va représenter uniquement un seul flanc. Ici. Le premier et le dernier. On ne va pas représenter les autres. Parce que s'il y en a beaucoup, vous voyez, c'est difficile à bien lire le dessin. Donc là aussi, c'est une représentation normalisée et simplifiée des cannelures. Donc, elle n'est pas faite ici. Voilà. Maintenant, notre système, il peut, quand j'ai rentré l'arbre dans le moyeu, ils sont liés en rotation. Qu'est-ce que ça veut dire liés en rotation? Si l'un tourne, il tourne l'autre. Il ne peut pas tourner l'un par rapport à l'autre. Si l'un tourne, il fait tourner l'autre. Mais il peut glisser. D'ailleurs, ça, c'est une solution constructive dans la liaison glissière. On peut faire une liaison glissière avec un arbre cannelu et un alésage cannelu. D'accord? Mais là, on ne cherche pas une liaison glissière, on cherche une liaison encastrement. Donc, il faut que j'arrête, je fais des arrêts en translation. Conclusion, voilà, j'ai un épaulement ici, le voilà. Vous voyez, j'ai ici un épaulement. Donc, il va bloquer la rentrée de l'arbre dans le, comment dirais-je, dans l'alésage. De ce côté-là. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons un autre épaulement, mais cette fois-ci, cet épaulement, il n'est pas naturel. Celui-là, il est naturel. Cet épaulement, il est naturel. Il est dans l'arbre. Mais cette fois-ci, on a créé l'épaulement avec un circlipse. Un circlipse, c'est un nom comment dirais-je, de société qui fabrique les circlipses, mais le nom scientifique, c'est anneau élastique. C'est un anneau, comme vous le voyez, comme un anneau, un anneau, mais qu'on va, comment dire, il est élastique, on peut le tendre, on peut le tirer avec une pince spéciale de ces petits yeux, d'accord, ces petits un œil par là, un œil par là. Donc, on le tire avec une pince spéciale, on le rend de diamètre plus grand, et on va le placer dans l'arbre ici. Voilà notre circlipse. On va le placer ici. D'accord? Voilà cette place. Ça s'appelle une gorge. Une gorge, donc, c'est une sorte de rainure qu'on a créée dans l'arbre. Et c'est là où on va loger notre circlipse et qui va nous créer un épaulement. Donc, on va créer un épaulement. On a créé un épaulement ici. On a créé, tandis que là, il est naturel. Il est dans l'arbre. D'accord? Et de cette façon, on ne peut pas translater là et on ne peut pas translater là. Et comme ça ne peut pas tourner l'un par rapport à l'autre, eh bien, c'est une liaison encastrement. Aucun mouvement, aucun degré de liberté. Voilà. Donc, l'avantage, ce qu'il faut retenir, l'avantage des cannelures par rapport à une clavette, c'est que c'est comme s'il y a plusieurs clavettes. Vous pouvez le deviner rapidement, vous l'aurez compris. Ça permet un effort très grand. Ça permet de traiter des puissances plus grandes qu'avec une seule clavette. Bah, les éclipses, on peut les trouver dans les arbres. Ici, regardez, cet arbre-là, elle est bloquée en translation par rapport à son moyeu. Comme on peut le trouver dans les moyeux. Regardez, là, c'est le moyeu. Et là, j'ai comment on dirait, j'ai un éclipse intérieur. Donc, regardez sa forme, comme est-ce qu'elle est. Regardez celui-là, comme est-ce qu'elle est. Donc, celui-là, on va le tirer par là, par une pince, pour l'élargir et le mettre dans l'arbre. Une fois, on l'aligne ici, on le lâche, il prend sa place. Il est élastique, il reprend sa position et son diamètre initial, il va se serrer sur l'arbre. Là, c'est un peu le contraire. Là, c'est un peu le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire le diamètre
de notre circlipse. On va réduire le diamètre, donc on va le rendre plus petit. D'accord? Et on va le rentrer dans cet alésage jusqu'à ce qu'il soit aligné dans cette rainure-là. D'accord? Là, un chambrage, ce qu'on appelle un chambrage en mécanique. Et on va le lâcher. Et on le lâche, il va s'étendre, il va revenir à sa position. Il sait qu'il est plus grand. Il va prendre place pour bloquer cette pièce-là. Donc là, c'est un circlipse intérieur et là, c'est un circlipse extérieur. Voilà, donc là, c'est ce qu'on appelle un ajustement serré. Donc là, ça rentre dans les liaisons non démontables. Tout ça, ce qu'on a vu, ce sont des liaisons démontables. On peut supprimer facilement avec une pince, supprimer le circlipse et sortir l'arbre. Là, divisser la vis, d'accord, et sortir l'arbre et la clavette. Là, on peut dire un petit coup de marteau, et il fait sortir la clavette et on va démonter. Là, on divise les crocs et on sort et on démonte tout l'ensemble. Ce sont des liaisons démontables. Là, on va rentrer dans les liaisons non démontables. Ça commence par un émanchement serré ou bien un ajustement serré. Voilà un arbre, voilà un alésage, voilà un arbre, d'accord? Voilà l'arbre, voilà l'alésage. Pardon. Voilà mon arbre, voilà mon alésage. L'arbre, elle est légèrement supérieure à l'alésage, le diamètre. Lorsque je dis légèrement, c'est des micromètres. Il ne va pas rentrer, mais en le forçant avec le marteau, avec le maillet, d'accord, ou bien avec une presse, un appareil spécial qui travaille avec la force hydraulique. D'accord. Vous savez très bien que les circuits hydrauliques, ils permettent des forces très, très importantes. Et en le poussant d'une façon très bien alignée, il va rentrer d'une façon forcée. Sinon, on peut le faire à la main, donc en faisant un marteau ici, d'accord, un petit marteau, d'accord. Voilà. On donne des coups de marteau ici, ça rentre, ça rentre, ça rentre. Et maintenant, elle rentre serrée. Donc, MIP, cylindrique, MAP, c'est le serrage. Et c'est une liaison démontable. Ça peut être démontable, mais généralement, si on le démonte, l'arbre et l'alésage ils sont déjà un peu détruits. Il faut changer les pièces. Mais si on le démonte de façon douce, ça peut être réutilisable. On peut classer ça dans les solutions démontables. Et là, ce n'est pas démontable. Le rivet, c'est généralement pour lier deux pièces qui sont minces, comme des tôles. Voilà, donc voilà un appareil pour riveter. Et voilà le rivet, c'est comme un clou, d'accord? On le rentre par là et avec cet appareil spécial, on le fixe, on le serre jusqu'à ce que ça devienne comme ça. Et maintenant, la pièce 1 et la pièce 3 sont liées grâce au rivet. Pour les séparer, il faut détruire le rivet. C'est une liaison non démontable. Là, c'est la colle. J'ai cette pièce et cette pièce. Pour les lier, je fais soudage. Je fais un cordon de soudure, comme ici, vous le voyez, le monsieur qui soude. Et le soudure, dans le dessin, il est représenté par ce petit rectangle, triangle noir. Là, c'est la colle. Donc, je relie deux pièces, je fais un bout de colle. Tout le monde a déjà collé une fois dans sa vie. D'accord? Chacun de vous a déjà utilisé la colle, même pour les papiers. Donc, vous savez ce que ça veut dire la colle. La colle, je mets la colle aussi, ça c'est le dessin. Si vous trouvez un petit truc comme ça dans le dessin, il n'y a pas de pièce, rien, ça veut dire que c'est de la colle. Il n'est pas indiqué ici que c'est une pièce dans la nomenclature, ça veut dire que ces deux pièces sont collées. Et c'est démontable par destruction. Donc ce n'est pas démontable. Non démontable, ça veut dire si on veut le démonter, on détruit le mécanisme. Les pièces liées. Très bien. Bien, donc on a terminé avec comment dirais-je, les liaisons encastrement. On va essayer de voir un peu la prochaine fois. Donc, là, Inch'Allah, le guidage en rotation, donc qui est la solution constructive pour les liaisons pivot, et aussi le guidage en translation, qui est la solution constructive pour comment dirais-je, disons, glissière. Bien, donc, on va, Inch'Allah, s'arrêter là, d'accord?